L'information de 23 heures sur RTI1. Madame, monsieur, bonsoir. Les titres sommaires de ce journal. Le président Alassane Ouattara reçu au palais de l'Élysée par son homologue français au cours d'un dîner de travail. Les deux chefs d'État ont parlé de coopération, mais aussi de la situation politique actuelle au Mali et en Guinée. Le renforcement du partenariat entre l'État de Côte d'Ivoire et le groupe Orange, le PDG du groupe Stéphane Richard, a été reçu ce jour à la primature par le Premier ministre Patrick Achi. Le groupe, qui vient d'ouvrir un centre digital en terre ivoirienne, ambitionne d'être un partenaire stratégique de la Côte d'Ivoire, et cela sur le long terme. Les suites de l'agression sexuelle de l'enseignante à Sandégué, population et enseignants du département réclament une enquête pour que justice soit rendue. Nous nous rendrons sur les lieux. Bienvenue dans ce 23 heures. Ouvrons ce journal sur ce dîner de travail au Palais de l'Élysée à Paris entre les chefs d'État français et ivoiriens. Emmanuel Macron et Alassane Ouattara ont échangé sur la coopération entre la Côte d'Ivoire et la France, ainsi que les questions régionales et internationales, notamment la situation au Mali et en Guinée. Autre rencontre, cette fois sur les bords de la lagune Ébrié. Le Premier ministre Patrick Achi recevait à la primature le PDG du groupe Orange ce jour. Le projet Engage 2025 du groupe fut l'objet principal des échanges. Un plan stratégique pour la mise en place de dispositifs gratuits de soutien et de création de projets locaux. Les précisions dans cet élément d'Alexis Ouetraogo. Faire du numérique une opportunité pour tous. C'est l'engagement du groupe Orange sur l'axe 2025. Ce mercredi, à la primature, Stéphane Richard était reçu en audience par le chef du gouvernement. Le groupe place l'égalité numérique au cœur de son plan stratégique et compte déployer d'ici 2025 un Orange Digital Center dans chacun des pays où il opère. Nous, on veut vraiment être un partenaire stratégique dans le long terme. Je pense que la clé du développement de ce pays, c'est le numérique aussi, c'est la digitalisation de la société. On voudrait y prendre toute notre part, pas seulement en construisant des réseaux, mais aussi en investissant dans l'innovation, dans les jeunes entreprises, dans la formation des jeunes. Ces centres d'accompagnement et de développement des compétences numériques réunissent dans un même endroit plusieurs programmes stratégiques allant de la formation au codage à la création d'entreprises et autres fonds d'investissement finançant les startups innovantes. Et bien avant cette rencontre, donc, le Premier ministre procédait la veille à l'inauguration de l'Orange Digital Center, un centre de digital pour tous qui participera au développement du capital humain ivoirien dans l'économie numérique, avec pour objectif de former au moins 2000 jeunes ivoiriens d'ici la fin 2022 et de créer plusieurs centaines d'emplois, suivant ce compte-rendu d'Alexis Ouetraogo. Former plus de 2000 jeunes d'ici 2022 et créer plusieurs centaines d'emplois dans le secteur du digital. C'est l'ambition de l'Orange Digital Center qui a été inauguré mardi par le Premier ministre. Le dispositif que vous avez ici est un dispositif qui permet à n'importe quel jeune ivoirien, quel que soit son niveau de qualification, diplômé ou pas diplômé, de pouvoir apprendre gratuitement à coder, de pouvoir expérimenter, de pouvoir être incubé, d'être accéléré s'il crée sa start-up et aussi éventuellement d'être financé par un fonds que Orange a créé et qui est dédié à l'investissement, à l'accompagnement des start-up. Ouvert à tous, ce centre digital devra participer au développement du capital humain de qualité dans l'économie numérique nationale. Nous devrons former de plus en plus de jeunes dans le domaine du digital. Nous allons aussi devoir les former aussi bien au digital qu'à l'entrepreneuriat. Mais surtout, nous devons faire en sorte qu'ils puissent monétiser les idées. C'est bien de former, c'est bien d'innover, c'est bien d'avoir des idées, mais si on n'arrive pas à les monétiser, ça ne sert pas forcément à grand-chose. Pour le chef du gouvernement, c'est là la volonté précise du chef de l'État, tourner notre économie vers le digital, outiller la jeunesse. Cet espace de modernité et de technologie incarne 3 priorités chères à la vision 2030 portée par son Excellence, Monsieur le Président de la République, Alassane Ouattara. Premièrement, offrir des perspectives de formation en matière d'économie numérique et, in fine, des emplois à notre jeunesse. 2. Tourner résolument notre économie vers le digital en facilitant l'appropriation des technologies du futur
à l'image de la blockchain ou de l'intelligence artificielle. Et enfin, 3, multiplier les partenariats avec le secteur privé pour accélérer la transformation structurelle de notre économie. Ici, vous aurez libre accès à du matériel et des logiciels de pointe, à des formations pratiques, afin de vous préparer aux enjeux passionnants des métiers du numérique. La Côte d'Ivoire entend se positionner ces prochaines années comme le hub digital de l'Afrique de l'Ouest. The sky is the limit. Et la coopération est à l'honneur dans ce journal. Voici 80 ans que dure la coopération entre l'Agence française de développement et les 8 pays du Golfe de Guinée. Pour marquer cet anniversaire, l'AFD annonce de nouvelles stratégies et le renouvellement de l'approche de développement entre la France et les pays africains. Cheikh Koné. La célébration des 80 ans de l'AFD, l'Agence française de développement, est un prétexte tout trouvé pour faire d'une part le bilan de la coopération avec les 8 pays du Golfe de Guinée, dont le Togo, le Ghana, le Nigeria et la Côte d'Ivoire, et d'autre part définir la nouvelle stratégie régionale de l'agence pour les prochaines années de coopération, d'autant plus que les voix s'élèvent de plus en plus en Afrique pour réclamer un renouvellement de l'approche de développement menée depuis lors par l'AFD. Nous avons effectivement 4 axes stratégiques. Le premier concerne le développement urbain, essayer de soutenir la mise en place d'un espace urbain créateur de valeur, créateur d'emplois. Le deuxième axe concerne la jeunesse, pour faciliter l'insertion économique et sociale de la jeunesse. Le troisième axe, c'est d'essayer d'offrir une réponse aux fragilités qui nous viennent du Sahel. Le quatrième axe, c'est consolider les transitions démocratiques et citoyennes avec à la fois une action en faveur des États. Les représentants de l'agence et de ses structures annexes telles Proparco et Expertise France ont expliqué devant les acteurs de la société civile ivoirienne leur vision du monde d'ici 2101. Autre décor, même festivité, mais cette fois à la résidence de France. L'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, Jean-Christophe Bayard, a saisi cette tribune pour annoncer la signature dans les jours à venir du 3e contrat de désendettement et de développement CDD avec le gouvernement ivoirien, portant sur une enveloppe globale d'environ 756 milliards de francs CFA. Voilà, eh bien, le développement nécessite d'énormes ressources financières, on le voit bien. Et pour ce qui est de l'avenir de la Côte d'Ivoire, eh bien, les perspectives économiques et financières de la période 2022-2026 du pays sont étudiées par la Direction générale de l'économie. Réunis en atelier, des experts travaillent sur des solutions pour le relancement de la croissance économique du pays perturbée par la Covid-19. Jean-Jacques Kwame. Avec un taux de croissance attendu de 7,2, la Côte d'Ivoire a affiché un taux de 2% en 2020 et attend en 2021 une croissance estimée à 6,5% selon les prévisions de l'UEMOA. Après la Covid-19 qui a impacté l'activité économique, l'heure est à la relance et cela passe par la poursuite de la mise en œuvre de plusieurs plans. Le plan de soutien à l'économie contre la Covid-19, le plan national de développement PND, période 2021-2025. Des plans qui seront au cœur des discussions au cours de cette rencontre. À cela, il faut ajouter le plan stratégique Côte d'Ivoire 2030. Un document d'orientation qui définit la vision du chef de l'État et qui assigne pour objectif qu'à l'horizon 2030, la Côte d'Ivoire puisse être dans le peloton des pays à revenu intermédiaire dans la tranche supérieure. Il s'agit donc de doubler le PIB par tête de nos jours pour 2030. L'objectif est de remettre l'économie sur les sentiers de la croissance. Cet exercice sera exécuté par les autres pays membres de l'UEMOA et de la CEDEAO pour l'adoption d'un nouveau pacte de convergence, d'un programme pluriannuel. Voyons à présent l'évolution des chiffres de la pandémie de Covid-19 à cette date en Côte d'Ivoire. « 24 nouveaux cas de Covid-19 sont répertoriés ce jour et 66 nouvelles guérisons et aucun cas de décès. Ce 13 octobre 2021, la Côte d'Ivoire compte
60 902 cas confirmés, dont 59 131 personnes guéries, 672 personnes décédées des suites de la Covid-19. Il reste encore 1099 cas actifs. La campagne de vaccination, elle enregistre au moins 2 696 903 doses de vaccins anti-Covid-19 administrées à cette date dans le pays. Et pour la prise en charge efficiente des malades, 2 blocs opératoires ont été ouverts au centre de santé de Blocos, c'est dans la commune de Cocody. On voit cela avec William Kakou et Eugène Atoubé. Tout le personnel soignant et l'administration de la formation sanitaire urbaine du village de Blocos attendaient l'arrivée du Premier ministre Patrick Hachi. Pour raison de calendrier, le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle le représente à la cérémonie. Pierre Dimba découvre avec beaucoup de satisfaction et de fierté la nouvelle acquisition de l'établissement sanitaire. Un pavillon d'hospitalisation et de bloc de gynécologie flambant neuf, entièrement équipé par l'État de Côte d'Ivoire. Ces infrastructures viennent compléter l'existant et renforcer le plateau technique de la formation sanitaire de Blocos. En fait, l'obstétrique, c'est maintenant que ça va bien fonctionner parce qu'on faisait l'obstétrique partielle, les accouchements par voie basse. Quand ça ne va pas, on les évacuait au CHU de Cocody. Dieu merci, voilà. On vient de nous offrir 2 blocs flambants neufs. C'est un apport inestimable que vient de porter le gouvernement à ce centre de santé qui appartient à la mairie de Cocody pour le bien de nos administrés. Le rapport des populations de Blocos à leur établissement sanitaire depuis sa livraison en 1980 à ce jour a montré la nécessité de renforcer les capacités de cette FSU en termes d'offres de soins et infrastructures d'accueil. L'existant, en cohérence avec son rang sur la pyramide sanitaire, va gagner en performance. Et si le ministre de la Santé s'en félicite, il exhorte les médecins et tout le personnel soignant à relever le défi de la satisfaction de la clientèle du FSU de Blocos. Continuez donc à exercer votre métier que vous avez choisi, qui est un noble métier, mais surtout avec beaucoup de professionnalisme et surtout administrer des soins humanisés en accueillant nos mamans, nos sœurs qui vont venir dans ce centre avec beaucoup d'affection. La formation sanitaire urbaine de Cocody Blocos, selon les médecins, reçoit dans son service de gynécologie obstétrique près de 100 accouchements dans le mois. Avec ces 2 blocs opératoires, les évacuations d'urgence vont connaître une baisse considérable. Voilà, le plateau technique sanitaire s'améliore. Dans l'enseignement supérieur, le numérique s'invite dans la formation universitaire. Le ministère de l'Enseignement supérieur ivoirien et l'Agence universitaire de la francophonie envisagent mettre à disposition des étudiants une université virtuelle. L'objectif, c'est de favoriser la formation à distance des étudiants. Nous en parlons avec Patricia Omouetia. Le contrat de désendettement et de développement, avec comme opérateur de mise en œuvre l'AFD, inclut le projet AMRUGE Côte d'Ivoire, appui à la modernisation et à la réforme des universités et grandes écoles de Côte d'Ivoire. Ce beau projet d'université virtuelle de Côte d'Ivoire est en train de se développer à un très beau rythme. Et nous comptons aller un peu plus loin, Monsieur le Ministre. Je vais vous en parler tout à l'heure avec un peu plus de détails. Nous comptons lancer, dans le cadre de la nouvelle stratégie de l'AUF 2021-2025, un consortium des universités virtuelles en Afrique. Ce projet vise à soutenir les projets de recherche pertinents pour le développement économique et social de la Côte d'Ivoire et à renforcer les compétences des équipes de recherche par l'acquisition d'équipements et par le développement des collaborations entre équipes ivoiriennes et internationales. L'État continue à faire beaucoup d'efforts budgétaires, mais il est évident que l'État tout seul ne peut pas tout faire. Et c'est là que les bailleurs de fonds, les partenaires techniques et financiers sont essentiels pour nous. Et bon, je ne vais pas citer tous les partenaires sur lesquels nous nous appuyons, mais il est évident que l'Agence française de développement est l'un de nos partenaires vraiment de première ligne. Le bilan des activités réalisées du 24 novembre 2019 au 31 août 2021 a été présenté. Le projet AMRUGE Côte d'Ivoire comporte 4 lots qui sont l'ingénierie de formation et pédagogique, les équipements informatiques des établissements d'enseignement supérieur, le renforcement de centres de documentation en liaison avec la mise en place du LMD, le renforcement des capacités de recherche et des ressources humaines. Et au niveau du système scolaire, la revue sectorielle s'est achevée hier. Les difficultés de l'école ivoirienne ont été examinées durant 2 jours. Les acteurs du système sont plutôt satisfaits des progrès réalisés
Les précisions dans ce reportage de Issa Yeo. Passer au peigne fin, le mot qui mine le système éducatif ivoirien, tant au niveau primaire, secondaire, universitaire que de la formation technique. Cet exercice vient d'être réalisé par des experts du système éducatif pendant 2 jours au plateau, sur la base de la revue conjointe annuelle du secteur de l'éducation, formation de l'année 2021. Ces travaux sont bien déroulés, c'est une belle initiative et donc nous voulons que toutes ces belles idées développées soient appliquées. Nous demandons surtout à l'État de Côte d'Ivoire de mettre beaucoup plus l'accent sur l'éducation. Partenaires et responsables de l'éducation nationale sont décidés à faire de l'école en Côte d'Ivoire un secteur de qualité et pourvoyeur d'emplois. Au-delà des recommandations, nous avons beaucoup de recommandations pertinentes qui sont venues notamment de l'évaluation indépendante. Mais quand on commence à se questionner sur le processus, je pense que c'est un bon signe de la vraie appropriation par les acteurs. Donc ça, c'est quelque chose que au nom du GLPE, je voulais vraiment le souligner et vous remercier tous en fait pour cet élan qu'on sent. La Côte d'Ivoire dispose d'un système éducatif et de formation de qualité, équitable et inclusif, qui développe des compétences constamment renouvelées et maintenues en synergie avec les besoins de transformation structurelle et de compétitivité de l'économie, ainsi que des capacités d'innovation technologique. Le représentant des ministères du secteur de l'éducation en Côte d'Ivoire, Binaté Mamadou, a réitéré la volonté du gouvernement de mettre les moyens afin de rendre performant le système éducatif du pays. Et nous en venons à l'affaire de l'enseignante agressée sexuellement à Daridogou, dans le département de Sandégué. Les enseignants solidaires de la victime ne décolèrent pas, ils veulent que justice soit rendue. Notre reporter Herman Yamia s'est rendu sur les lieux. On regarde. Devant la préfecture de Sandégué, des enseignants qui scandent non au viol. La tête nouée de bandeau, ils protestent contre le viol de l'une de leurs collègues. Il y a eu un cas de viol sur la personne d'une de nos camarades institutrices dans la nuit du 6 au 7. Nous voulons qu'il y ait un éclaircissement. Il faudrait que ces malfrats soient retrouvés et punis. Mais qu'est-ce qui s'est réellement passé cette nuit du mercredi 6 au jeudi 7 octobre? Pour des questions de sécurité, nous ne sommes pas autorisés à rencontrer la victime. Alors, nous mettions le cap sur Daridogou, le village où s'est déroulé les faits. C'est ici, dans cette maison, située à la lisière du village, dans l'enceinte de l'école primaire, que la pauvre enseignante a vécu les pires moments de sa vie. La maîtresse était couchée hier aux environs entre 23h01 et il y a eu coupure de courant. À sa grande surprise, elle était dans la chambre et puis quelqu'un est rentré sur elle et puis la personne s'est masquée. Donc elle était étonnée qu'elle-même elle avait fermé la porte et puis quelqu'un est dans la chambre. Elle dit qu'il y avait un couteau, mais ce monsieur avait lancé quelque chose, avait appuyé quelque chose sur son cou. Donc elle ne sait pas, elle s'est rendue compte si c'est une arme ou bien elle ne sait pas. Donc le monsieur lui a dit, il ne faut pas, tu vas me regarder. Le violeur est-il une connaissance de la victime? Vit-il dans le village ou vient-il d'ailleurs? En tout cas, les jours à venir nous situeront. Les faits limiers de la gendarmerie sont sur le terrain pour la manifestation de la vérité et surtout pour appréhender le malfrat pour qu'il réponde de ses actes devant les tribunaux. Le commandant de la 7e Légion de la gendarmerie, qui dirige les enquêtes, et le préfet du département de Sandégué appellent au calme et rassurent l'opinion que la lumière sera faite. Ma fonction et ma tenue m'obligent à avoir un comportement digne. Sinon, je suis écœuré. J'ai demandé à la gendarmerie. Vous voyez le commandant Légion, vous voyez le commandant compagnie. Depuis ce matin, on est ensemble. Et ils ont pour mission de faire tout ce qui est de leur ressort et de leurs compétences pour mettre aux arrêts celui qui a commis l'acte ignoble. Je suis mandaté par le commandant supérieur de la gendarmerie, qui a été lui-même choqué, foudroyé devant cette situation. Notre mission ici, ça consiste également à inciter le violeur. Et nous allons le faire. Quant à la victime, dès les premières heures, sur instruction de la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, elle a été prise en charge à l'hôpital général de Sandégué. Selon les enseignants,
Ce n'est pas la première fois qu'une institutrice en service dans le département de Sandégué est victime de viols. Dans cette localité, disent-ils, plusieurs de leurs collègues ont été déjà victimes de vols, de viols et de cambriolages. Voilà des faits bien regrettables. À présent, ce communiqué de la ACA, la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, rappelle aux promoteurs de médias audiovisuels en ligne, web TV, web radio et autres opérateurs audiovisuels numériques que l'exploitation de ces services est soumise à l'autorisation préalable de la ACA conformément à la loi numéro 2017-868 du 27 décembre 2017 portant régime juridique de la communication audiovisuelle. Cette autorisation est matérialisée par la signature d'une convention et d'un cahier de charges et en conséquence, la ACA invite les promoteurs des services non encore déclarés à renseigner le formulaire d'inscription disponible en ligne à l'adresse www.aca.ci ou à prendre la tâche de sa direction des opérateurs audiovisuels en vue de l'accomplissement des formalités administratives d'autorisation et ce au plus tard le 30 novembre 2021, un communiqué signé à Abidjan du président Maître René Bourgoin. Le Conseil national de lutte contre la vie chère milite pour la consommation des produits Made in Côte d'Ivoire comme action pour promouvoir cette politique, une mission de terrain et dans la région de Béquet auprès des coopératives actives dans le vivrier. L'objectif, c'est de connaître les difficultés de ces coopératives et trouver aussi des solutions pour que ces denrées alimentaires soient vendues à des coûts raisonnables sur les marchés. Kader Sogodogo. Kondoukro, sous-préfecture de Djebounoua. Dans ce village, des coopératives spécialisées dans le vivrier accueillent la première responsable du Conseil national de lutte contre la vie chère. Dr Annie Didis Bakone est venu s'imprégner de leurs conditions de travail. De Kondoukro à Kwasiblikro, ces acteurs de la chaîne de production et de commercialisation rencontrent effectivement des difficultés. On a besoin des produits, des semences pour travailler. Nous n'avons pas un revendeur fixe. Je veux dire que le ministère n'est qu'à peut-être appuyer les producteurs pour qu'on puisse avoir local, pour ne pas que les autres là aussi envoient pour eux. À Diabo, les coopératives visitées exposent leurs souffrances. Les femmes sont exposées au soleil. Nous avons notre marché qui est entre la carrière et la cimenterie. Donc nous voulons construire ce marché. Donc on demande, Madame le ministre, de transmettre le message au ministre pour qu'il puisse nous aider, pour que nous pouvons écouler nos produits à bon prix. Le mois d'octobre, mois du consommé local, est aussi une occasion pour le gouvernement d'être à l'écoute de tous les acteurs, de la production à la commercialisation, en passant par la transformation. Nous voulons leur dire que le gouvernement est à leur côté. Le ministre du Commerce et de l'Industrie, M. Souleymane Diarra-Souba, est avec elles et les encourage. Et tout ce que nous pouvons faire pour les accompagner sera fait. Le mois d'octobre, mois du consommé local, sera lancé officiellement le jeudi 14 octobre 2021. L'objectif, bien entendu, reste de lutter contre la vie chère. Nous partons à l'ouest de la Côte d'Ivoire, dans la région du Tompi. Le village d'Ouba, près de la frontière avec le Libéria, compte désormais sur les lignes du réseau électrique national. Les habitants de ce village, qui ne contiennent pas leur joie face à cet événement, ont rendu hommage au président Alassane Ouattara. Notre correspondante dans l'ouest du pays, Eve Boué. Par ce geste, Diomandé Vagondo, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, cadre de la région du Tonkbi, relie la localité de Douba au réseau électrique national. Douba est un village de 1000 âmes situé à 3 km de Benouillé, à la frontière ivoiro-libérienne. Les populations, dans toute leur diversité, sous l'impulsion de la mutuelle de développement, célèbrent la lumière. Elles sont ainsi reconnaissantes au président Alassane Ouattara pour l'ensemble de ses actions de développement qui améliorent de jour en jour leurs conditions de vie. Maintenant, là, on a eu le courant, les poteaux partout dans le village, on a une joie pour qu'on va réaliser beaucoup de choses. Les yaourts, de l'eau glacée, on a besoin de ça aussi. Avant l'accession de Dr Alassane Ouattara à la magistrature suprême de Côte d'Ivoire,
la commune de Benoué, composée de 22 villages, n'avait que 5 villages électrifiés. Aujourd'hui, il ne reste que 4 villages qui n'ont pas encore de poteaux électriques. La plus grande attente des populations de Benoué a toujours été le bitumage de l'axe tout le plus Zouaounien. Cela est en train d'être fait. Le parrain de la cérémonie, le ministre Diomandé Vagondo, à son tour, salue la gouvernance du chef de l'État. En quelques années de gouvernance, les résultats sont exceptionnels. Je parle de la gouvernance de son Excellence, Monsieur le Président Alassane Ouattara, qui tient à ce que la Côte d'Ivoire soit un pays développé le plus tôt possible. Il a en outre félicité la mutuelle de développement pour cette initiative et n'a pas manqué d'inviter l'ensemble des fils et filles de Douba à plus d'union, plus de solidarité pour développer davantage leur village. Et bientôt, les jeunes de Douba disposeront d'un foyer offert par la mutuelle avec un appui du parrain. Voilà des actions qui contribuent au développement local. Parlons toujours de développement. La mairie de Lakota établit son plan d'action pour les 3 prochaines années. Elle prévoit une trentaine d'actions à réaliser pour une estimation budgétaire de 550 millions de francs CFA. On voit cela avec Mahama Traoré. Cette 3e session du conseil municipal visait à évaluer l'exécution du budget communal 2021. Les ressources mobilisées ont déjà permis de reprofiler des dizaines de kilomètres de voies d'accès au village de Lakota, de rénover des écoles primaires de Gbaïri et de Zega, de réhabiliter le marché du village de Daïri et d'achever la construction du nouveau grand marché de Lakota, incendié en avril 2020. Réunis autour du maire Sami Meri, les 30 conseillers municipaux ont aussi adopté le programme triennal de développement 2022-2024. Il y a eu 32 actions qui ont été donc énumérées, avec comme pour budget environ 550 millions d'investissements. Nous comptons donc accélérer le développement. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous avons construit donc 2 marchés qui seront inaugurés la semaine prochaine. On donne le meilleur de nous-mêmes pour permettre effectivement que notre ville soit l'une des meilleures villes de la Côte d'Ivoire. Ce développement accéléré permettra entre autres la construction de la maternité du centre de santé de la localité de Godou-Lilier, l'installation de lampes solaires dans les villages de la commune ou encore la pose d'une quinzaine de bacs à ordures dans la ville de Lakota. Parlons à présent du programme national de sécurisation foncière rurale. Avant sa mise en œuvre, les populations des zones rurales sont sensibilisées sur le projet d'amélioration de la politique foncière rurale, un programme qui concerne 19 départements. Le point des actions menées dans le village de Batera avec Abou Sanogo. Batera, village de la commune de Ndoussi, compte parmi les 56 villages de la région de l'Agné-Bitiassa pour la phase pilote du projet d'amélioration et de mise en œuvre de la politique rurale, PAMOFOR, dont l'objectif est de renforcer la capacité du gouvernement à mettre en œuvre le programme national de sécurisation foncière rurale ainsi que d'enregistrer les droits fonciers coutumiers. Malheureusement, ce projet est encore méconnu de la population. Nous sommes là dans le cadre de la délivrance de certificats fonciers. Il y a 2 types de certificats fonciers, individuels, collectifs. Et il y a même eu les commissaires enquêteurs qui ont été ici à Batera. Mais il faut dire que le résultat n'a pas été vraiment bon. Le sous-préfet d'Ondoussi a pour cela sensibilisé les populations sur la nécessité de garantir le succès du projet PAMOFOR. Charles Niaouri, député d'Ondoussi-Bolville, appelle la population à s'approprier le projet PAMOFOR. La question de la terre est un problème difficile pour l'État de Côte d'Ivoire. Parce que nous-mêmes, propriétaires terriens, nous ne faisons pas d'efforts pour circonscrire notre espace. Ce programme est le bienvenu. Pour faciliter l'opération, 4 agents du PAMOFOR ont déposé leurs valises à Batera. Ils seront à la tâche pour délimiter les terres et délivrer les certificats aux ayants droit. Pour le projet PAMOFOR financé par la Banque mondiale, 6 régions ont été retenues. L'Agné-Bitiassa, le Bafing, l'Indénié-Djouablin, l'Amé, le Nzi et le sud de Komoé. L'information internationale, le sommet de la francophonie prévu en Tunisie en novembre prochain
est officiellement reporté d'1 an afin de permettre à la Tunisie de pouvoir organiser cette instance importante dans les conditions les plus optimales, c'est-à-dire afin d'assurer une large participation au plus haut niveau et de ne pas avoir à tenir ce sommet à distance, selon des communiqués émanant de l'Organisation internationale de la francophonie et du ministère tunisien des Affaires étrangères. Voilà, nous achevons ici ce journal. Merci de l'avoir suivi.